Pepe, beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment les forces terrestres iraniennes. Ce sont la partie la plus puissante de l'armée et des gardiens de la révolution. Je pense que les États-Unis feraient face à quelque chose qu'ils n'ont jamais connu auparavant s'ils s'y rendaient. Dans cette direction. Parle-nous-en un peu, Nima. Parlons pour notre public, si tu peux. Parce qu'en ce moment, ils ont plus d'1 million de soldats prêts à se battre sur le terrain. Et ils sont tellement... Pepe, j'ai fait mon service militaire dans la marine, dans le nord de l'Iran, à Anzali, à Bandar Anzali. Bandar Anzali aussi, qui, soit dit en passant, a été bombardé il y a quelques jours. Tu as vu ça, non? Ouais. Les forces terrestres iraniennes sont vraiment incroyables. Elles sont tellement bien équipées, tellement prêtes, tu vois, à tous les niveaux qu'on peut imaginer. C'est pour ça que je ne vois pas vraiment les États-Unis avoir une bonne option dans cette direction. C'est un problème, un gros problème. Ils se feraient massacrer. Personne ne veut voir ça. Et Donald Trump pourrait y laisser des plumes. C'est un marécage pour Donald Trump, un piège. Plus il se débat, Pepe, plus il s'enfonce, à mon avis, s'il se lance dans une invasion terrestre de l'Iran. Mais il ne reçoit pas les bonnes informations, Nima. Maintenant, on a déjà appris que c'est en gros 2 ou 3 minutes de vidéo chaque jour, 5 minutes au maximum, un collage d'images montrant des réussites, des bombardements et ainsi de suite. Donc évidemment, il ne lit pas. Il est incapable de mettre les choses en contexte. Il ne perçoit pas les nuances. Il se comporte comme un enfant de 2 ans, pas de 4 ans, de 2 ans. Et évidemment, tous ces courtisans autour de lui, immensément médiocres. Voilà. Ah, il ne faut pas fâcher le patron. C'est ce qu'il reçoit chaque jour. Donc, pas étonnant qu'il n'ait pas accès à des informations qualifiées. Et même si certaines personnes disposent d'informations qualifiées, la CIA, le Pentagone et ainsi de suite, elles ne sont pas admises dans le bureau ovale. Ce qui se passe en ce moment dans l'esprit de la plupart des décideurs en Iran se résume à 2 options. D'un côté, négocier avec les États-Unis, et de l'autre, tout décider sur le champ de bataille. Et d'après ce que j'ai pu observer jusqu'à présent, plus de 99% penchent vers le combat, car personne ne voit la moindre issue positive à travers ces négociations. Discuter avec les Américains. Puisque tout cela n'est qu'une question de tromperie et de création de positions factices. Ensuite viennent les attaques répétées contre l'Iran, les assassinats de dirigeants, de commandants, rien de nouveau à cela. En ce moment, c'est pour cette raison, Pepe, que ce qui se passe, c'est que depuis si longtemps, plus de 20 ans, l'aile droite du gouvernement, les conservateurs, soutiennent cet argument. Pourquoi laissons-nous ces gens utiliser le détroit d'Ormuz? Depuis plus de 20 ans. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. La plupart de ces libéraux, vous savez, les néolibéraux, en Iran, se moquent d'eux. Ces gens sont fous. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas la réalité. Mais c'est bien la réalité de ce qui se passe en ce moment. C'est pourquoi ces personnes sont les principaux décideurs. Parce qu'après tout, vous savez ce que les États-Unis et Israël ont fait jusqu'à présent. Ils ont assassiné toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, étaient disposées, désireuses de parler à quelqu'un, de parvenir à une issue démocratique ou de créer une sorte de pont entre l'Iran et l'Occident. Mais ils les ont toutes assassinées. Exactement, à part Arakchi et Kalibaf. Et maintenant, nous connaissons l'histoire. Ils ont été épargnés. Ils figuraient sur la liste des personnes à éliminer. Et il y a eu une intervention? Non. Il nous faut quelqu'un à qui parler. Sinon, à qui aurait-il parlé? Aux généraux des gardiens de la Révolution?
Non. Les généraux des gardiens de la Révolution envoient directement la carte de visite de M. Khorramshahr chez vous. Kalibaf et Arakchi, au moins. Arakchi a fait l'expérience en face à face de la trahison de Tweedledum et Tweedledee, incapable de lire un rapport rédigé en anglais simple. Et Kalibaf, bien sûr, est d'un tout autre niveau. C'est un personnage beaucoup plus dur, très bien préparé, avec un passé militaire, pilote de chasse, tout ce que vous voulez, mais il comprend aussi la diplomatie. Après tout, il siège au Majlis. Au Majlis, il faut être extrêmement diplomate. Voilà. Et tous les autres sont des commandants militaires. 99% des personnes actuellement au pouvoir ont participé à la guerre Iran-Irak. Elles savent ce qu'est la guerre. Ils savent ce que signifie une vraie guerre. Ces idiots à Washington, ils ne savent pas ce qu'est la guerre. Une guerre dans les rues de Wall Street? Pouvez-vous imaginer une vraie guerre, avec des tranchées et des bombes? Ils n'en ont aucune idée. Tu sais, le type qui était commandant du CGRI, le général Mohsen Rezaei, quand il dirigeait le CGRI pendant la guerre Iran-Irak, il avait 24 ans. Le fait est que ces gens ne comprennent pas. Tuer des commandants ne changera rien. Non, c'est bien là le problème. Et par-dessus tout, il y a des strates. Et les personnes dans la deuxième, la troisième, la quatrième strate sont presque aussi compétentes que les dirigeants. Absolument. Que penses-tu du nouveau secrétaire du Conseil de sécurité? Il semble être bien plus radical que Larijani. Beaucoup, beaucoup plus. Je pense que ce n'est même pas comparable. Pas du tout comparable. Il sait se battre. Il sait comment. Ce n'est pas non plus un ignorant. Après tout, il a étudié l'économie à l'université. Il comprend l'aspect économique de ce qui se passe. Mais malgré tout, il est très, très à droite. Et c'est l'un de ceux qui, à propos du détroit d'Ormuz, disait qu'il fallait le fermer. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'était même sous son commandement. C'était sous le commandement de Larijani. Il faut réfléchir à la manière dont les choses évoluent ici. Et tu sais, Pépé, l'autre aspect de la guerre, c'est la guerre psychologique en Iran. Ils ont été complètement vaincus en Iran. C'est pour cela qu'ils ne parlent plus de changement de régime. That's why they're not talking about regime change anymore. People already from the right, from the Des gens de droite, de gauche, du centre, tous, tout jeunes, tous ensemble, sont prêts à se battre contre les États-Unis. Et ils considèrent cela comme le destin du peuple iranien. Ils ont déjà traversé cela auparavant. L'histoire de l'Iran ne se limite pas à quelques centaines d'années. Elle remonte à des millénaires. Ils ont déjà fait face à des invasions. Ils savent comment gérer cela. Ils ont toute cette histoire derrière eux et ils en ont les moyens. C'est pourquoi, Pépé, je pense que la question fondamentale en ce moment est pourquoi le président des États-Unis supplie-t-il pour des négociations s'ils sont en train de gagner? Il a dit « Je gagne, j'ai tout détruit. Plus d'armées, plus de marines, plus de systèmes de défense aérienne, plus rien. Et alors, pourquoi supplier pour des négociations, pour un cessez-le-feu, si c'est le cas? » Exactement. Eh bien, nous n'avons pas affaire à une fois de plus, nous avons affaire à un adulte, un vieil homme, théoriquement adulte, mais psychologiquement âgé de 2 ans, 4 au maximum. Totalement mégalomane, un narcissique sans limite, incomparable en matière de narcissisme, qu'il utilise bien sûr comme couverture, comme bouclier contre ses propres médiocrités et incapacités. En réalité, c'est essentiellement un lâche. Il ne manifeste aucune empathie envers qui que ce soit ou quoi que ce soit, et toute la planète tourne autour de lui. Et maintenant, dans une position de pouvoir en tant que président des États-Unis, il est très très facile de croire que le monde tourne autour de soi. Cela s'est déjà produit avec des présidents américains précédents, mais pas à ce niveau. Il n'est mentalement pas préparé à, vous savez, à s'occuper d'un lycée, ce qui est déjà trop.
to take care of a high school, which is already too much. Can you imagine the so-called Peux-tu imaginer la soi-disant nation invincible ou indispensable? C'est extrêmement compliqué. Et il est très facile de le manipuler, Nima. Le meilleur exemple, c'est que si tu lui fournis des informations triées sur le volet, c'est la seule chose qu'il absorbera, car il n'a pas la curiosité intellectuelle de chercher ailleurs, ni même de consulter ces gigantesques et volumineux rapports de renseignements qui s'empilent sur sa table chaque jour. Il ne les ouvre même pas. Donc c'est très facile, vraiment très facile, de le manipuler. Et dans le cas du criminel de guerre génocidaire à Tel Aviv, qui est allé aux États-Unis 7 fois au cours de l'année écoulée, ou de l'année et demie environ, il est toujours à Washington, il est lui aussi très très facile à manipuler. Et il est rusé. C'est peut-être un criminel de guerre, mais il est très très intelligent. Alors il retourne Trump comme c'est vraiment vraiment facile. So he turns Trump around like it's very, very easy. And on top of it, surrounded by mediocrities like Et en plus de ça, il est entouré de médiocrité. Comme tu sais, le secrétaire à l'énergie, non? Rick Perry, qui est en gros un escroc financier. Ensuite, il y a l'absolument épouvantable gendre, Kushner. On peut l'appeler le gangster silencieux de toute l'entreprise mafieuse. Extrêmement dangereux. Pas très malin, mais d'une brutalité incroyable. Celle qui est intelligente dans le couple, c'est Ivanka. Et j'ai eu la confirmation de personnes qui connaissent bien le couple. Ils ont dit, écoute, Ivanka, c'est elle le cerveau. Lui, c'est un parfait connard. Mais il peut parler directement à Trump à tout moment. Et Trump l'écoute. Très, très dangereux. Donc c'est tellement facile de le manipuler. Autant Obama a été un désastre, au moins intellectuellement, Obama n'était pas un idiot complet. Il lisait. Il écoutait les gens. D'accord, la prise de décision, c'est une autre histoire. Mais intellectuellement, on ne peut pas comparer les deux. Au moins, on avait un président capable d'énoncer une pensée, d'enchaîner des phrases, de développer un argument cohérent, de réellement débattre, ce qu'il faisait déjà lorsqu'il était à l'université. C'est donc essentiel. Le profil psychologique de ce personnage est essentiel, car maintenant, à cause de sa décision ultime, décision qui a peut-être été prise pour lui par des puissances supérieures, nous savons qui elles sont, les suspects habituels, les donateurs, les superfinanciers, etc. L'Axe international sioniste, appelez-le comme vous voulez, c'était leur décision. Mais ils ont trouvé le messager parfait. Et c'est pour cela que nous vivons ces temps sombres, très sombres. Les nuages noirs enveloppent la planète entière, en réalité. Il n'avait ni la lucidité intellectuelle, ni la capacité d'analyser les conséquences d'une chose pareille. C'est insensé, car même des personnes qui sont des fonctionnaires du système, à l'intérieur de la CIA par exemple, ou qui ont travaillé avec la CIA, ne le voient pas. Et maintenant, certains d'entre eux au moins commencent à dire que non, tout cela était complètement absurde dès le départ. Cela prouve une fois de plus qu'il est imperméable à toute auto-analyse pour commencer, et à toute pensée critique. Si l'on ne lit pas, si l'on se croit le roi du monde, si l'on est un narcisse sans limite, eh bien, bien sûr, c'est impossible. Tu te voiles la face, tu es sourd, muet et aveugle à la réalité. Et c'est ce qui explique l'énigme. Chaque jour, nous gagnons. Nous en avons assez de gagner. Nous avons tout détruit. Voilà, c'est le sous-texte de ce blabla quotidien. C'est ça. Parce qu'il ne dispose que d'un ensemble d'informations qui confirment ses propres préjugés. Voilà la version courte. C'est bien plus complexe. Cela mériterait, enfin, tu sais, les gens écrivent des livres sur les tueurs en série. Cela mériterait un livre sur une personnalité narcissique extrême qui se trouve détenir un pouvoir pratiquement illimité. À quel point c'est dangereux? Eh bien, nous vivons tous sous ce nuage en ce moment.
Pepe, il semble que tout le concept de la guerre repose sur Israël, sur la sécurité d'Israël et sur les conséquences que cela aurait pour Israël. Je dirais que deux événements importants se sont produits jusqu'à présent. L'un d'eux a été le missile balistique hypersonique iranien qui a frappé Dimona. Celui-là a complètement changé la donne. C'est un choc psychologique, non seulement pour Israël, mais pour tout le monde. Exactement. Oui, allez-y, je vous en prie. Le deuxième point est de savoir comment le Hezbollah est capable de frapper les régions centrales et méridionales d'Israël. Souviens-toi que nous en avons beaucoup parlé et que nous essayons toujours de rappeler à notre public que le Hezbollah est en train de se restructurer. Cela va prendre du temps. C'est un processus très complexe. C'est ce que j'ai entendu au Liban l'année dernière, lorsque je suis allé aux funérailles du Cheikh Nasrallah et que j'ai discuté avec des dirigeants politiques du Hezbollah. Ils disaient oui, c'est compliqué. Il y a eu cette décapitation, mais nos deuxième, troisième et quatrième niveaux sont très, très solides. Ils sont jeunes et très bien préparés. Cela prendra du temps, mais nous sommes déjà en train de le faire. C'était l'année dernière. Cette année, nous voyons déjà les résultats. Ce sont les deuxième, troisième et quatrième générations qui sont maintenant aux commandes du Hezbollah. Ils détruisent des Merkavas. Maintenant, c'est devenu un sport. Bon, combien de Merkavas allons-nous détruire aujourd'hui? Facile, allons-y. Voilà. Il faut du temps pour restructurer un environnement militaire. Et le Hezbollah est un cas complexe, car ils ont leur branche sociale, extrêmement active. Ils doivent apporter au moins un certain soutien à des quartiers entiers du sud de Beyrouth et à des villages dans tout le sud du Liban. Et en plus de cela, en même temps, ils doivent réorganiser leur machine militaire. C'est immensément impressionnant. On ne peut faire cela qu'avec des cadres de très haut niveau, bien éduqués, vigilants, dynamiques, créatifs et aussi énergiques que la génération précédente. As forceful as the previous generation, and of course they learn from the previous generation. Et bien sûr, ils apprennent de la génération précédente. En Iran, nous assistons au même processus. Les personnes qui se trouvent maintenant, disons, dans la deuxième couche, remplaçant tous les dirigeants qui ont été assassinés, poursuivent le mouvement. Et bien sûr, la motivation est forte, car ils ont vu ce qui est arrivé à leur mentor. Tout cela est subordonné à un objectif supérieur. Et quand je dis supérieur, je veux dire non seulement sur le plan géopolitique, mais aussi sur les plans spirituels, éthiques et moraux. Et avec l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, c'est encore plus vrai. Ils se battent pour sa mémoire, pour son héritage, pour la continuité d'une idée. C'est extrêmement important. J'ai toujours énormément admiré mes amis iraniens, Nima Al-Khorshid, qui sont des experts en théologie chiite et en philosophie occidentale. Il existe très peu d'endroits au monde où l'on trouve un tel mélange. Vous savez, ils peuvent tenir un discours complet sur la signification intrinsèque du Velayat et Faqih, puis passer à une discussion sur Empédocle et Aristote. C'est brillant, absolument brillant. Quand les Américains ne peuvent peut-être même pas aligner une seule phrase, imaginez-en deux. C'est le cas du clone secrétaire des guerres éternelles. Voilà. C'est une guerre intellectuelle, une guerre de l'intellect contre la stupidité suprême, sans aucun doute, démontrée individuellement par des personnes occupant des positions de pouvoir. Imaginez que vous êtes Donald Trump, arrivant au pouvoir, et constatant qu'Assad est parti, que le chef du Hezbollah a été assassiné. Vous voyez des assassinats en Iran, des commandants iraniens tués, et vous pensez que les actes de résistance disparaissent peu à peu de la scène. Allons attaquer l'Iran tout de suite. Tout cela a commencé avec le Yémen, souvenez-vous. Il a commencé avec le Yémen. Il a essayé de détruire le Yémen
avant de s'en prendre à l'Iran. Mais cette mission a été un échec de sa part. Pourtant, il a d'une certaine manière cru que grâce à ces émeutes factices en Iran, le peuple allait faire le travail à sa place. Comme il le ferait, tu sais. Je pense que ce qui a été si trompeur pour Donald Trump, c'est le cas du Venezuela. Il pensait pouvoir gérer quelque chose de similaire en Iran, que ce serait la fin des actes de résistance. Ce avec quoi il s'est retrouvé Pepe, c'est un Iran fort de l'intérieur, non seulement sur le plan militaire, mais aussi interne. Un nouveau Hezbollah en Irak, qui est extrêmement puissant. Ils sont prêts à aller encore plus loin. Eh bien, je dirais qu'ils vont devenir le prochain visage du gouvernement irakien. Ils vont prendre le pouvoir, ils vont diriger dans un avenir proche. En ce moment, ce sont eux qui décident de tout en Irak. Ils sont très compétents. Le Yémen n'a pas encore rejoint. Le Yémen exactement, capable, cultivé, très bien éduqué. Il y a d'excellentes universités au Yémen. Ils apprennent tout. Ils ont leur propre complexe industriel et militaire. Tout. Et en Irak, waouh! J'ai rencontré le Hajj al-Shabi il y a des années à Bagdad et j'ai été extrêmement impressionné. Quand je les ai rencontrés, Mohandas était encore, disons, secrétaire général, peut-être le numéro 2. C'était avant qu'il ne soit assassiné avec le général Soleimani. Il a passé un après-midi avec nous, Nima, dans une planque, à l'intérieur de la zone verte. Il faut du courage pour faire quelque chose comme ça. Je me souviens de la zone verte pendant la guerre d'Irak, tu sais. Et évidemment, je n'y suis jamais entré parce que je refusais d'aller dans la zone verte. Chaque fois que je voulais interviewer quelqu'un, on se retrouvait dans la zone rouge, parfois même devant les grilles. Tu sais, quand j'interviewais quelqu'un du Parlement, je disais « D'accord, retrouvons-nous à la porte ou dehors », tu vois? Alors, le Hajj al-Shabi, c'est fantastique. Ils nous ont emmenés dans leur propre planque à l'intérieur de la zone verte, à peut-être 5 minutes à pied de l'ambassade américaine. Il faut avoir des nerfs d'acier pour faire quelque chose comme ça. Et ils en sont parfaitement capables. Tous, extrêmement compétents. Et c'est un bon signe que ce gouvernement irakien, c'est une organisation complexe. Nous avons rencontré l'actuel Premier ministre. J'y étais, il y a 2 ans environ. Au moins, les milices ont officiellement le droit de se défendre. Ce n'est pas que Bagdad approuve ouvertement ce qu'elles font, mais au moins d'accord, vous avez le droit de vous défendre et de défendre la République d'Irak contre les attaques. Excellent. Donc elles peuvent continuer. Et de facto, elles ont déjà expulsé les Américains. Les Américains et l'OTAN sont, pour toute fin pratique, hors d'Irak. Le problème, c'est un problème démesuré. Non, l'argent. L'argent n'est pas en Irak. L'argent est dans la fichue réserve fédérale à New York. Donc les Irakiens ne peuvent même pas utiliser l'argent provenant de leurs exportations de pétrole, car il est automatiquement confisqué par les Américains. Alors comment vas-tu renverser la situation? Et c'est vrai, comme tu l'as mentionné, c'est vrai. Il n'y a plus de zone verte en fait. Oui, la zone verte existe toujours, mais c'est essentiellement des bureaux de l'administration irakienne, l'administration de Bagdad. Il y a un hôtel 5 étoiles où séjournent généralement les invités étrangers. L'ambassade américaine, qui est un monstre gigantesque, on ne sait pas ce qu'il va en advenir. Elle continuera d'être attaquée, cela ne fait aucun doute. Mais le symbole de la zone verte est là, et il est contrôlé par les Américains. C'est fini, c'est mort. 23 ans après le choc et effroi. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous n'oublieront jamais. Eh bien, 23 ans à l'échelle de l'histoire, ce n'est pas grand-chose. Ils l'ont fait. Ils ont fini par le faire. Et ce qui se passe en Irak ne va pas rester en Irak.
cela va à mon avis se propager au Koweït. Wait, absolutely. Yeah, what would be the Absolument. ultimate Tu sais ce qui serait la justice poétique ultime, Nima. Finalement, peut-être pas maintenant, mais en supposant que cette guerre se termine, disons dans quelques mois, le Koweït pourrait être réintégré à l'Irak. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Koweït fait partie de l'Irak. Il faisait partie de la province de Bassora. Donc en pratique, le Koweït, c'est l'Irak. Saddam Hussein avait raison quand il l'a dit à l'époque. Ce serait donc la justice poétique ultime, si cela arrivait. Une justice poétique historique. If it happens, historical poetic justice. And it's not going to be Et ce ne sera pas une invasion. Ce sera un mouvement populaire, tu sais, une sorte de mobilisation au Koweït, rejoignant la résistance irakienne, à mon avis. in my opinion. Exactly. Yeah. Exactement, oui. Parce que l'histoire fait surgir des choses qui sont exactement complètement ahurissantes, non? It can be mind-boggling, nah? Yeah. I think the future is so different. Je pense que l'avenir est très différent. Et je ne vois pas Donald Trump capable de changer quoi que ce soit en Asie de l'Ouest, car l'histoire, l'ampleur de ce qui se passe est si immense que l'administration Trump n'a pas d'importance. Je pense qu'il y a une certaine prise de conscience du côté des Européens. C'est pourquoi ils ne s'impliquent pas beaucoup dans le détroit d'Ormuz. Ils comprennent ce qui se passe. Vous savez, c'est une longue histoire pour l'Empire britannique dans le canal de Suez. Long history for the British Empire in the Suez Canal. And they're not gonna. Can you imagine if you have Et ils ne le sont pas. 1950 Vous imaginez? En 1956, la crise de Suez a été de facto la fin de l'Empire britannique. Et maintenant, en 2026, le détroit d'Ormuz, le début de la fin de l'Empire américain. Ce serait une autre remarquable justice poétique historique, vous savez, si cela se produisait. Outstanding historical poetic justice, if it happens. Oui, exactement. Muito obrigado, Pep. Merci à toi. Como sempre. Comme toujours, c'était un plaisir de te parler. Les prochains jours vont être très très lourds. Tellement lourds, oui. Tout pourrait être complètement bouleversé. Everything could be turned upside down. Yeah. Yeah. Oui, et nous savons tous que Donald Trump veut mettre fin au conflit avant d'aller en Chine. Before going to China. By the way, don't forget that now we have Au fait, n'oublie pas que maintenant nous avons une date, Nima. Il va en Chine le 14 mai. Alors, pourquoi ont-ils déjà choisi une date? Parce que, selon ses propres calculs, la guerre pourrait être terminée d'ici là. Il doit se rendre en Chine dans une position de force fabriquée par Trump. Mais que se passera-t-il s'il part en Chine en perdant? N'oublie pas que, encore une fois, c'est lancé et que c'est comme une réflexion sur l'avenir. Le pétrole à $40 le baril ou à $150 le baril. Même chose dans le scénario pour la Chine. Position de force ou perdant total. Position of force or total loser.